1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver un vendredi de plus. Ça va mon copain ? Ouais, ça va, comme un lundi matin. Et Ouais, ça va, ça caille. Par contre, maintenant, c'est bien l'hiver, ça c'est sûr. ouais. La cheminée tourne, ça y est, c'est reparti pour un tour pour 6 mois, voire 8 mois, si c'est comme l'année dernière. Ouais, non, ça va. Et toi? Ouais, Qu'est-ce ça que va, ça ça dit? va. Ouais. Ouais, ça va. Depuis 7h du matin, je paye mes factures et mes impôts, tu vois, donc c'est pas non plus le meilleur lundi matin que tu peux faire, quoi, mais, mais Ouais, mais voilà, c'est comme ça. Bon, est-ce c'est qu'on la est vie tout seul d'investisseur. aujourd'hui? On n'est pas tout seul, on est un podcast à 4, tu vois, ça va devenir la mode bientôt. Ouais. Et alors, ce qui est Euh, fou, c'est que c'est des gens, pour le coup, que je n'ai absolument jamais vus. C'est-à-dire que ça fait juste 2 minutes que je vois deux personnes, en fait. Je ne sais même pas qui c'est. En gros, je suis en mode auditeur, puisque ouais, c'est toi qui as géré ce feat. yes. Et du Donc, coup, je vais découvrir au fil de l'eau qui sont ces charmants jeunes hommes. Voilà. tout à fait. Les gars, Donc, on va vous laisser vous présenter. ouais, j'allais juste introduire le truc vite fait. J'ai rencontré Christophe par Introduit. Instagram. Et comme tout le monde, nous, se fait des nœuds au cerveau avec les conditions d'octroi des prêts bancaires, on a ramené deux experts pour en parler, donc en la personne de Benjamin et de Christophe. Donc, allez-y, les gars, si vous voulez. Christophe, si tu veux commencer. Ouais, avec plaisir. Donc tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait super plaisir d'intervenir sur votre podcast. Cool. Nous Avec sommes plaisir. deux banquiers. Donc on va se présenter, on va vous dire un petit peu quelles sont les nouvelles règles et les recommandations à suivre pour pouvoir continuer à investir en illimité. Donc je suis Christophe, j'ai 37 ans, je travaille depuis 15 ans à la banque. Donc j'ai occupé différents postes à la banque, notamment ensuite conseiller clientèle, gestion de patrimoine, et aujourd'hui je m'occupe des entreprises. Donc j'ai Ok. fait pas mal de, de postes dans la banque de réseau, j'ai occupé pas mal de postes. Et du coup, je vais mettre mon expérience au profit de votre audience. Ok. Bien. Est-ce qu'on a le droit de savoir dans quelle banque ou il faut pas? Enfin, où il faut Non, éviter. c'est un secret. Ok, On ça n'a roule, ça on roule. n'a pas trop le droit de faire de la D'accord, pub ok, dessus. ok, ok. D'accord. Mais c'est une banque connue, quoi. C'est une banque française. C'est Ouais, pas. c'est une banque très connue, c'est une banque française. Ok, Voilà, c'est un ouais, gros groupe bancaire français. ça Ok. roule. Et ben salut tout le monde, moi c'est du coup Benjamin, je suis collègue de Christophe, je suis chargé d'affaires professionnelles, en gros je m'occupe des sociétés depuis maintenant 11 ans, Ok. exclusivement des professionnels, donc je m'occupe de la partie privée et pro de mes clients. Pour ma part, bah, du coup aujourd'hui je suis dans la même banque que Christophe, mais j'ai fait d'autres banques avant aussi, donc j'ai pu voir d'autres méthodes de travail et d'autres façons de faire. Et voilà, comme on vous disait, l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir un peu dégrossir tout ça, vous donner des informations de l'intérieur, vous permettre d'infiltrer un peu la banque et de vous donner voilà, des petites astuces et par rapport à toutes les nouvelles normes qui sont sorties, de pouvoir vous dire les tendances qu'il y a aussi sur le secteur bancaire. Bien. Bah, c'est intéressant tout ça. Cool. Ouais, parce on a un paquet de nos auditeurs qui nous écrivent. Alors, bizarrement, enfin, c'est souvent les auditeurs qui ont le moins investi, je sais pas ce que t'en penses, Yann, mais qui se Hmm. font aussi le plus de soucis. Et après aussi, bon, d'autres investisseurs qu'on a qui nous écoutent, qui ont un peu Ouais, en plus fait, avancé et qui commencent à être bloqués. ouais, tout à fait. En fait, c'est soit les très jeunes. Enfin, quand je dis très jeunes, c'est pas en âge, hein, mais les gens qui se lancent. Eux ont énormément de questions à ce sujet-là, et franchement, ça s'entend. Ouais. Et après, en fait, c'est l'opposé, pas l'opposé extrême, mais des gens comme nous, où on va être un peu bloqué, pas par l'endettement, mais plutôt par le risque encouru, parce que beaucoup d'encours, et du coup, on commence à nous bloquer ou à nous dire, les Mhm. banques historiques commencent à nous freiner en nous disant, il faut trouver une autre banque, etc., etc. Moi, je sais que j'en ai quand même un peu chié sur le dernier emprunt qu'on a fait, parce que beaucoup d'encours. Donc, je suis tout oui. Voilà, à ce que En vous allez fait, nous expliquer.
C'est logique ce que tu dis parce que c'est vrai que ceux qui commencent, donc c'est des débutants, ils ont des a priori, ils savent pas trop comment se lancer, comment faire. Et après, quand tu arrives à un certain stade, c'est vrai que tu peux te retrouver bloqué par les contraintes que tu as. Et il faut encore plus se professionnaliser pour passer à un niveau supérieur. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu es un peu dans l'entre-deux, c'est un peu plus simple parce que tu as déjà la méthode, tu sais comment faire et tu te retrouves pas encore bloqué par tes Mhm. encours. Donc effectivement, toi, tu arrives à un stade où il va falloir passer un level encore supérieur et te professionnaliser encore plus. Ok, Ouais. bah allez, on vous écoute. Puis en plus, le blocage de l'encours, juste pour dire, c'est un peu la rançon de la gloire. Ça veut dire qu'il y a déjà des investissements qui ont été faits, qui ont été réalisés, et maintenant, voilà, ça va falloir trouver les moyens pour pouvoir contourner un peu ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet entre les nouveaux investisseurs et ceux qui ont déjà investi, les nouveaux investisseurs, ils connaissent pas forcément le marché, ils n'ont pas encore fait les investissements, donc ils ont besoin encore d'avoir ce niveau d'expertise que les personnes qui ont déjà fait des investissements ont. Mais eux, ils ont la contrainte de l'endettement et de leur situation personnelle qui vient À du coup freiner les condition, projets. s'ils sont en perso, en LMNP, etc., ce qui au Mm. final, moi, n'a jamais été mon cas, puisque j'ai tout de suite investi en société. Donc on m'a pas trop fait chier avec le taux d'endettement, même si je sais que, enfin, là, je m'aperçois que moi, on m'a jamais saoulé avec le taux d'endettement, parce que Mm. société. Et au final, là, dans les coachés qu'on a, même en société, ils commencent à les saouler sur leur taux d'endettement perso. C'est-à-dire qu'avant, on vendait un projet avec un business plan, etc. Et donc, en fait, si ce projet tenait la route, bah, en fait, on se foutait limite, je dis bien limite, hein, de la personne physique. C'était que la personne morale, en fait, qui entrait en compte. Et là, j'ai l'impression que les mecs, ils sont assez marteaux maintenant pour valider la partie morale, plus la partie physique, plus l'encours, plus l'état de risque, plus, enfin bon, il y a un moment, Ouais. Moi, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a qu'à payer cash et vous prenez des intérêts dessus, et puis comme ça, on est bon, quoi. C'est top, Yann, que tu parles de ça parce que effectivement, pour replanter un peu le contexte économique actuel, euh, c'est vrai que aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se sont lancés dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'investissement. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre en France, c'est qu'on prête pas sur la valeur d'un bien et sur un projet. On prête sur la capacité de remboursement. Donc, on va te prêter de l'argent parce que tu as une capacité de remboursement, pas parce que tu as un bien qui vaut 200 000. En fait, c'est la différence avec les États-Unis, par exemple, où on peut te prêter parce que tu achètes un bien 300 000, il vaut 300 000, donc on va te prêter 300 000. En France, on fonctionne pas comme ça. On va te prêter en fait en fonction de ce que tu peux rembourser. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les taux bas. Il y a de plus en plus de personnes qui sont lancées. Et du coup, ça devient tout et n'importe quoi. Il y a des gars qui gagnent 1 000 euros. Alors, j'ai rien contre une personne qui gagne 1 000 euros, mais qui veulent emprunter 400 000 euros avec des mensualités qui vont être 2500 euros par mois. C'est pas possible. Donc c'est pour ça aujourd'hui tu Mm. retrouves aujourd'hui beaucoup d'agences immobilières qui te demandent avant même de signer le compromis soit la simulation, soit d'avoir un papier comme quoi la banque, un accord de principe. Euh, Alors, aujourd'hui, ouais. là-dessus, je te rejoins complètement. Enfin, non, je te rejoins pas, mais je comprends. Maintenant, demain, moi, tu vois, on va dire que je gagne. On va prendre ma situation à l'époque. Ok. Je gagne entre 4 et 7 000 euros par mois. D'accord. Et je veux me lancer dans une entreprise qui a rien à voir avec l'immobilier. Je veux me lancer dans une entreprise, tu vois, un laboratoire ou je sais pas quoi. Un truc qui coûte 3,8 millions. Investissement 3,8 millions. Aujourd'hui, qui t'a, à part Elon Musk, qui peut investir dans une entreprise à 3 800 000 euros grâce à ses pauvres revenus du travail? Personne. Donc, ce que j'arrive pas à Alors, comprendre, c'est tu que... vois, Ah, l- vas-y. j'allais dire là où je peux rebondir, c'est qu'à l'époque où on a acheté notre société de travaux publics, donc là je te parle Hmm. de 2007, on a emprunté 2,4 millions pour acheter la société Bon, voilà. à l'époque. Et on a eu un cautionnement par Oseo qui a pu se cautionner pour prendre une partie du prêt au cas où tu rembourses pas. Par contre, Ok. on était 5 associés et ils ont prêté, mais en face, bah, tu mettais du patrimoine, on a mis des trucs en caution, quoi. Tu vois, c'était Et le seul oui, moyen. voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ok. En fait, la différence, c'est que quand tu empruntes en tant que particulier, c'est ce qu'on va voir pendant le podcast,
tu es soumis effectivement à ta capacité d'emprunt et de remboursement. Par contre, quand tu empruntes en société, c'est là toute la différence. C'est que là, effectivement, c'est par rapport à un projet, un business plan, et ça, Benjamin va C'est pouvoir ça. étayer là-dessus. Mais effectivement, ça n'a rien à voir. Emprunter en particulier, en professionnel, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles recommandations, on va le voir un peu plus tard, mais effectivement, il va falloir privilégier La l'emprunter en société. société. Voilà. Ah ouais, non, mais ça, on en est Ça convaincu. rejoint ce qu'on dit, ce qu'on prêche tous les deux, de toute Ah façon, ouais, ouais, de complètement. plus en plus. Et Il y puis, a un juste truc, Attends, il y a je peux... Benjamin juste qui... Vas-y, Benjamin. pour ajouter par rapport aux investissements professionnels, il faut aussi voir dans le contexte Covid et post-Covid dans lequel on est rentré maintenant. C'est-à-dire que sur les investissements pro aujourd'hui, euh, on voit comment les banques ont, à travers l'État, hein, à travers BPI, ont réalisé énormément de PGE, donc les prêts garantis par l'État. Ce qui fait que la tendance pour accompagner les clients qui ont des projets d'investissement demande une analyse risque plus poussée. Alors je comprends bien hein, ce que vous dites aussi par rapport aux investissements professionnels, que anciennement, l'accès au crédit était un peu plus souple, c'est-à-dire que dès qu'on avait envie d'acheter une structure professionnelle, on n'avait pas forcément besoin du même apport, on pouvait avoir un peu moins d'apport, on allait avoir effectivement peut-être la caution d'Oseo, aujourd'hui BPI, on pouvait essayer d'avoir quelque chose, une approche un peu plus souple. Aujourd'hui, certaines banques ont effectivement sur la partie professionnelle une analyse risque qui va être un petit peu plus poussée par rapport au contexte de reprise économique qui est un petit peu freiné par tout ce qui a été Covid et situation post-Covid parce que on n'a pas forcément encore beaucoup de visibilité. Là, les PGE sont toujours en période de franchise, donc ils vont commencer à s'amortir à partir de l'année prochaine. Donc il y a tout ce contexte-là qui peut parfois refroidir un peu certaines banques, mais encore une fois, dossier par dossier, les études elles sont faites. Et s'il y a du potentiel et que le dossier est recevable, il n'y a pas de raison que le dossier soit pas réalisé. D'a- D'après toi, Hmm. Benjamin, est-ce que c'est à juste titre? Parce que si tu veux, le post-Covid, j'ai un peu l'impression, si tu veux, tu sais, c'est un peu le, tu sais, au resto, tu as souvent la sauce blanche, tu sais, c'est la sauce blanche, elle est servie à tous les plats. Et là, j'ai un peu l'impression, si tu veux, que le dossier bancaire, enfin, que le discours bancaire, en fait, c'est un peu, ouais, mais il y a le Covid. Ouais, non, mais ok, bon, le Covid, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Est-ce Oui, que c'est à juste titre, ou alors est-ce qu'on se cache tous un peu derrière ça? Euh, alors, alors, je pense que il y a un peu des deux. C'est-à-dire que c'est à juste titre. Il y a des postes qui sont très intéressants sur le LinkedIn de la Banque de France notamment. Moi, je suis pas mal ça pour avoir une idée de, par exemple, de tous les PGE qui ont été faits, la cotation Banque de France des sociétés. Pour faire simple, c'est-à-dire savoir un peu le risque qu'ont ces sociétés de rembourser ou pas leur crédit. Donc, selon, tu sais, si tu as prêté beaucoup d'argent à des sociétés qui ont des cotations Banque de France un peu dégradées, tu peux avoir une idée un peu du risque qu'il peut y avoir dans les années à venir que ces sociétés ne remboursent pas leurs PGE. Donc il faut dire que vraiment l'État a été très généreux dès le début du Covid et vraiment il fallait qu'on prête à tout le monde, sans restriction, qu'on ne fasse pas de cas à part, qu'on laisse personne sur le bord de la route. Donc les prêts ils ont été Ouais. assez massifs. Donc l'État a injecté énormément d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y aura sûrement des sociétés qui vont être en défaut de paiement, qui vont rentrer en procédure de redressement en liquidation judiciaire, et ces PGE, il va falloir les rembourser. alors, Sauf pour, qu'effectivement, à ce moment-là, oui. ouais. Non, non, vas-y. À ce moment-là. Non, et du coup, à ce moment-là, eh ben, le BPI va se rapprocher des banques qui ont fait ces PGE-là, vont vérifier la conformité des PGE qui ont été mis en place. Si les PGE sont conformes, ce qui est la grande majorité des cas, à ce moment-là, BPI viendra solder les 90%, et les 10% restants sont pour la partie bancaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, mais après, et ça c'est la première partie, donc on va dire la partie un peu plus frileuse, mais la partie qui est aussi positive, c'est que le Covid a permis de digitaliser à vitesse grand V énormément d'activités, de changer beaucoup de choses au niveau du marché. Et il y avait énormément de sociétés qui étaient des sociétés traditionnelles, je prends la restauration, qui n'avaient jamais Ouais. fait de la vente à emporter, et des brasseries qui se sont mis à faire de la vente à emporter, qui ont grappillé d'autres parts de marché ailleurs. Donc on voit aussi ces perspectives-là, et on voit comment l'économie, elle est en train aussi d'évoluer par rapport à ça, mais il y aura sûrement de la casse, et c'est ce que les banques essayent de prévoir, mais un peu difficilement on navigue à vue par rapport à ces sujets-là, vraiment. D'accord. Ok, Donc, ok. donc, ce que tu veux dire, c'est que le fait que les conditions de crédit se resserrent comme ça, c'est aussi pour éventuellement prévoir d'éponger la casse qui va y avoir dans les quelques années qui arrivent là. C'est possible, hein. C'est un risque de toute façon. Toutes les banques vont être exposées à ces prêts-là, à ces prêts professionnels qui sont finalement sur une seule garantie, celle de BPI, parce que les 10% restants, si la boîte met la clé sous la porte, eh ben, ça sera la banque qui va venir solder ces 10% restants-là. Donc on Mhm. sait qu'effectivement, le maximum sera fait pour enflouer un peu de trésorerie. Les banques essaieront de trouver des systèmes pour continuer à soutenir les entreprises
parce que si les banques ne soutiennent plus aucune entreprise, bah, toutes celles qui ne pourront pas payer, le carton va être trop gros. Mais on sait qu'il y en aura, et les banques, de toute façon, sûrement, dans les années à venir, seront amenées à provisionner sur leur bilan des montants qui leur seront demandés pour pallier à ce risque potentiel. Ouais. D'accord. En fait, c'est la même chose que sur l'investissement IMO. Pourquoi aujourd'hui le HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, il a mis des règles en place qui étaient des recommandations jusqu'à maintenant. C'est les autorités, ce qu'ils ont peur, c'est la hausse brutale des taux. Et du coup, s'il y avait une hausse brutale des taux, il y aurait forcément un impact sur le marché de l'immobilier. Et du coup, le marché de l'immobilier baisserait certainement. Et ce que les banques ont peur, c'est de se retrouver avec des crédits de biens qui ne valent pas le montant de Bien sûr. l'emprunt restant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu des recommandations qui ont été faites du HCSF, donc avec le taux d'endettement maximum de 35%, des emprunts de 25 ans maximum, voire 27 ans pour les achats en VFA, les achats dans le neuf. Mais les banques pourront déroger à ça pour 20% de leur dossier. Donc je pense que c'est ce qu'on va voir. D'accord. Mais tu vois, ça, c'est un truc qui est vraiment hyper important et qu'on prêche, bah, dans chaque podcast avec Yann. C'est toujours de s'endetter pour quelque chose qui vaut plus que le crédit qu'on a en face. Ne jamais acheter un bien au prix du marché. Soit on le divise, soit on le rénove, soit on apporte de la valeur, soit on est tombé sur une anomalie de marché, ou soit on fait beaucoup de travaux, mais toujours avoir 100 000 € de crédit à la banque pour un bien qui vaut 130, 140 000. Et jamais acheter au prix du marché, où là, déjà, on se tape les frais de notaire, on a 10% de plus que la valeur du bien. Il faut que tout de suite, demain, s'il y a besoin de revendre le patrimoine, eh ben, on puisse solder les crédits et dégager un excédent. C'est clair, c'est en fait le souci de l'investisseur, c'est le même souci que l'entrepreneur, c'est répondre à des problématiques. Donc toi, tu dois être capable en tant qu'investisseur de voir ce que les autres n'ont pas vu. Donc comme tu le dis et tu es spécialiste de ça, la division foncière. Par Moi exemple. j'adore aussi, je l'ai fait à titre perso. C'est vraiment un moyen d'augmenter la valeur du bien, du prix du bien. Ouais. Et du coup, c'est super important ce que tu dis. C'est important aujourd'hui quand tu te positionnes en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur, de pouvoir faire des bonnes affaires pour pouvoir te retrouver avec un emprunt qui va être inférieur à la valeur du bien. Et ça va Mm, rassurer la banque. tout à fait. Alors, aujourd'hui, concrètement, pour le gars qui est investisseur particulier, qui veut faire ses premiers biens en LMNP, par exemple, pour démarrer sur une première niche, qui va aller voir sa banque et qui flippe en se disant, mais il y a les nouvelles recommandations, les 35%. Comment il faut qu'il arrive présenté, bon, rasé, avec une chemise, qui sente le Voilà, mais c'est parfum? ça. Mais pour une fois, en fait, ce qui serait vraiment bien, c'est que on puisse expliquer à tous les auditeurs, donc là pour le coup en particulier, comment pas. Ça sert à rien de nous faire décoller une fusée, les mecs. C'est-à-dire comment pour les tuches, en fait. Voilà. C'est-à-dire vraiment bêtement, physiquement, comment on y va. Est-ce qu'on commence par dire son prénom ou son nom? Voilà, vraiment Ouais, des tu trucs. peux, ça peut être une bonne approche. Non, en Voilà. fait, on a échangé un peu avec Tony hier là-dessus. Mm. C'est vrai que c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est de la séduction. Tu vas être là pour séduire ton interlocuteur et la séduction, ça passe par voilà, une bonne présentation, parler correctement, savoir de quoi tu parles. C'est sûr que si tu arrives à la banque pour ton projet et que tu connais pas les chiffres, ça passe pas très bien. Il faut Mm, mm. vraiment te comporter aujourd'hui comme un professionnel. Comme on l'a dit, ça va être effectivement plus compliqué d'obtenir son crédit, mais c'est pas impossible. Il y a plein de solutions. Mais ça passe par le fait de connaître les chiffres de ton projet, bien présenté. Tu vas avoir un interlocuteur en face de toi. Il faut le séduire et c'est lui qui va présenter ton dossier parce que dans les banques, comment ça se passe? Soit la banque a la délégation nécessaire pour t'accompagner au sein de l'agence, donc elle va pouvoir te financer, c'est elle qui aura la décision de te financer et de t'accompagner. Donc, il va présenter le dossier à son directeur. Donc, c'est lui qui va représenter ton dossier. Donc, si déjà toi, tu n'es pas clair et que tu n'as pas su bien lui présenter ton projet, ça va être difficile pour lui de le présenter à la personne qui va être au-dessus de lui. Donc, c'est bien de venir avec un dossier complet dans lequel tu présentes ton projet en l'état, les commodités qui sont à côté, les chiffres, le loyer. Après, tu peux aller sur Internet, tu fais une simulation au préalable pour voir un petit peu les mensualités de crédit que ça va te faire. Comme ça, tu peux faire tes calculs en amont. Tu n'arrives pas avec les mains dans les poches. Et tu peux lui faire aussi les plans du bien que tu achètes, par exemple dans le cadre de division, pour montrer comment tu vas diviser, ce que tu vas faire. Mm, C'est mm. super intéressant. Alors même si tous les banquiers
ne sont pas investisseurs, c'est beaucoup plus intéressant et ça parle beaucoup plus si tu arrives avec des plans, des images, peut-être les plans futurs ou des images futures que tu as prises sur des sites internet, c'est beaucoup Bien plus sûr. parlant. Donc ça, c'est la première chose. Sans parler encore des chiffres de ton investissement qui soient bons Ok. et il faut voilà, arriver bien présenté et échanger avec l'interlocuteur que tu as. C'est super important de t'intéresser à lui et pas t'intéresser que à toi, quoi. C'est un échange, encore une fois, c'est de la Ouais, bien séduction. Ok. sûr. Si tu Ça vas au resto s'appelle. avec, Ouais, avec une nana, il n'y a pas que toi qui parles. c'est ça. Ça s'appelle tout simplement de la vente. On en revient toujours au même, hein. Pour Mm. moi, c'est parce qu'on a l'impression que nos banquiers, vu qu'en fait notre banque connaît absolument tous nos faits, c'est-à-dire savoir où on a mangé hier soir grâce à notre carte bleue, savoir ce qu'on a fait comme loisir, on a l'impression en fait que voilà, ils font partie de notre vie. Mais en fait, c'est du commerce, hein. C'est une banque, Bien elle a une sûr. activité commerciale. Benjamin, il voulait dire quelque chose. Oui, Yes. en fait, bah, enfin, ça rejoint aussi ce que dit Christophe, mais par rapport à la question qui a été posée, de vraiment pouvoir donner des conseils pratiques, hein, pratico-pratiques, pour que Yes. demain, la personne qui se présente à la banque puisse avoir vraiment des pistes de... Alors, il y a vraiment quelque chose qui est très important, et Christophe l'a dit, mais le comportemental est super important, mais sur plein de détails. C'est-à-dire que, par exemple, si on a quelqu'un qui se présente à la banque pour venir nous voir, on va même prendre un gars, un prospect, quelqu'un qu'on connaît absolument pas, on n'a qu'une seule occasion de faire une première impression, donc c'est très Yes. important C'est que vrai. la personne qui se présente. Il y a des choses qui sont toutes simples, et Christophe va être d'accord avec moi, mais un client qui arrive par exemple une demi-heure en retard, sans avoir prévenu, sans justifier ça, on en voit assez souvent à la banque, bah déjà nous on a un a priori différent, parce qu'on a peut-être prévu 1 heure et demie de rendez-vous, là on va devoir peut-être le faire en 1 heure ou trois quarts d'heure, donc déjà Mhm. il y a cet aspect-là. Le conseiller qui va recevoir le client va par exemple tabler sur, va demander au client, voilà j'ai prévu 1 heure et demie de rendez-vous, est-ce que ça vous convient? Si la personne nous dit, ah bah non, moi j'ai prévu que 20 minutes, après il faut que je parte parce que on a l'impression que la personne n'est pas assez impliquée ou qu'elle vient faire le tour des banques. Donc il faut vraiment prendre au sérieux chacun des rendez-vous que le client va faire à la Ouais. banque parce que on n'a qu'une seule fois vraiment l'occasion de faire une première impression et c'est vraiment pas neutre. Nous, on peut vous le dire par expérience. On peut avoir des personnes qui viennent nous voir et elles sont trop nonchalantes, elles viennent avec un dossier qui n'est pas complet, avec des documents, on sait qu'ils sont pas forcément ou bons ou pas, on n'a pas tout ce qu'il faut, on n'a pas toutes les données, les tenants, les aboutissants. Nous, notre idée aussi, c'est qu'à la fin de ce premier rendez-vous, on puisse déjà individuellement statuer sur si on fait ou pas le dossier. Bien C'est-à-dire sûr. que ce dossier-là, dès le premier rendez-vous, on peut très bien se dire, bah tiens, ce dossier-là, j'ai envie de le présenter à mon directeur ou ma directrice, parce qu'il y a du potentiel, parce que même si on va peut-être devoir déroger sur un ou deux points, mais je sens que la personne, elle est investie, elle connaît ce qu'elle va faire, elle connaît le marché, elle connaît... Vous voyez, et ça, c'est super important parce que ça donne envie à votre conseiller de défendre votre dossier. Si moi, j'ai quelqu'un qui se présente devant moi, je le sens pas impliqué, je sens qu'il est là pour avoir un taux, qui m'explique pas bien son projet, qui veut pas créer de relation gagnant-gagnant avec moi, qui veut pas parler de commercial non plus. Moi, je veux juste que tu me fasses mon prêt et après tu m'oublies, je veux plus Ouais. avoir entendu parler de toi. On n'est plus là-dedans aujourd'hui. Vraiment, l'idée, c'est que faut comprendre que le levier, c'est le crédit, donc c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver au crédit. Et si pour arriver au crédit, il faut séduire son banquier, eh ben, il faut le faire. Et il faut le faire le plus naturellement possible. Il faut répéter l'exercice le plus possible pour que ça devienne au final naturel. Et si un banquier dit non, c'est pas grave. Il y en aura un autre sûrement qui, lorsque le dossier sera bon et qui sera recevable, fera le dossier sans aucun problème. Alors, question qui me revient souvent, tiens, Benjamin. On va prendre l'exemple du Crédit Agricole, pour citer que, on s'en fout. Euh, donc, on va dire Crédit Agricole de la ville, tu vois, qui est à 5 km de chez moi. Ok, tu vas dans cette agence. Cette Oui. agence te refuse. Enfin, tu fais tout ton job et ils te disent non, nous on suit pas. Une Ouais. question qui revient souvent sur Insta, et je t'avoue qu'en fait, avec les changements de région et tout, j'ai maintenant du mal à répondre. Est-ce que un crédit agricole qui est à 10 km de cette première agence, il y a un intérêt à aller la voir, à tout reprendre depuis le début, ou de toute façon, vu qu'ils sont plafonnés par région, quoi, je sais même pas par ville, Ouais. parce qu'au final, des banques, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'agences, mais il n'y a pas beaucoup de banques au final. Tu Ouais. comprends ce Ouais, que je veux dire? mais Ah, moi, je vais te dire, parce que je l'ai eu beaucoup de fois aussi, la question Ok, sur Instagram. ok, Et après, je vais laisser Benjamin répondre, mais en fait, on fonctionne par banque régionale. Mais, donc, ça ok, veut dire que la région qui va te donner l'accord ou le refus, bah, la région d'à côté va peut-être te donner une réponse différente, pardon. Hmm. Et je vais même oui, mais aller plus loin les encore. régions, c'est grand. Attends, je vais aller T'imagines, plus loin, Christophe? Yann. Ouais, Je vais aller ouais. plus loin. L'agence que tu vas solliciter, pardon, dans une ville,
bah, l'agence d'à côté, ça se trouve, ne te donnera pas la même réponse. Tu as en face de toi un interlocuteur. Tant que le dossier n'est pas monté, chacun se fait sa propre idée et son analyse du risque. Bien sûr, tu as des chiffres que tu dois suivre, entre guillemets, comme le taux d'endettement. Mais comme on a vu, les banques elles vont pouvoir déroger pour 20% de leur dossier. Donc, c'est pas parce qu'il y en a une qui te dit oui ou qui te dit non que l'autre va te dire la même chose. Alors, là-dessus, je suis complètement d'accord, Christophe. Aucun souci. Ce que je veux dire, c'est que si tu as un refus bancaire, c'est forcément que ton dossier a été envoyé quelque part. Donc, on reprend mon exemple du Crédit Agricole. Moi, je te dis pas, je rentre au Crédit Agricole, j'ai Magali devant moi, je lui expose mon dossier. Magali me dit, entre un Twix et un café, elle me dit, ouais, non, je pense qu'en fait, ça passera pas. Là, dans ce cas-là, bien sûr, tu vas dans un autre Crédit Agricole à 10 kilomètres. Par contre, si Magali a fait remonter à son directeur d'agence, que le directeur d'agence a verrouillé et a dit non, Ouais, est-ce que ou le que c'est Crédit monté aux Agricole engagements, carrément. ou que c'est monté carrément aux engagements, est-ce qu'on peut revenir sur ce dossier? Il me semble pas. Non, En de la fait, même région, elle va pas revenir Et sur oui, le Ouais. dossier. voilà. La région Donc c'est d'à ce que je la côté, même dis. région, peut-être non. parce qu'elle elle a pas l'historique. Donc, à C'est part ça. si tu lui dis qu'elle va voir ce que Pierre a fait ou Magali, là, effectivement, ça va être plus compliqué. Mais sinon, Ok. effectivement, au sein d'une même région, ils ont accès au Et oui. dossier. Donc, tu vas pas Donc au revenir fin- sur la Hmm. décision de ton collègue. Donc au final, on a beaucoup d'agences, mais peu de banques. D'autant plus maintenant avec le regroupement des régions, c'est-à-dire maintenant ta région, elle fait 800 km par 800. Donc si tu veux, tu comprends ce A- que Alors, l'idée des que... banques en France, t'en as plus de 100. Ouais. D'accord. Il y a quand même Ok. un peu de quoi faire. Ouais, Ouais. bah il y en a 100 quoi. Ok, bon, bah nickel. Ok, tu vois, ça J'avais, c'est euh, une... Benjamin, j'avais. ah, vas-y, toi. Ah, vas-y, Benjamin. Puis j'aurai une Non, question après. c'était pour dire une chose par rapport à ça. Et effectivement, la partie, donc selon les banques que le client va solliciter, ça va être une banque nationale, régionale, ça peut être une caisse. Donc tout ça influence aussi par rapport à la prise de décision. Après, ça dépend où est-ce qu'effectivement le dossier est remonté. S'il est remonté aux engagements au niveau régional, alors si tu présentes le dossier à une autre agence régionale, le dossier va faire le même chemin, va arriver aux engagements et les engagements connaîtront déjà le dossier. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que d'une même banque, on va prendre n'importe quelle autre banque même nationale, les délégations d'un directeur d'une agence à l'autre sont très différentes. Donc ça veut dire que si tu as présenté ton dossier, par exemple, à une autre banque, que tu arrives dans une petite agence d'un directeur qui vient de prendre son poste, c'est son premier poste de directeur, le directeur n'aura pas les mêmes délégations pour prendre sa décision qu'un directeur qui a déjà 10 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience, à qui on aura donné beaucoup plus de délégations. Et en fait, Hmm. peut-être que ton premier refus, même si ton dossier peut être recevable, mais c'est peut-être que le directeur qui est en face n'a pas la délégation pour prendre la décision. Et entre guillemets, il se dit, bon, il botte un peu en touche pour dire, ce dossier, c'est pas qu'il est mauvais, mais je sais que je pourrais pas prendre la délégation. Comme ça ne dépend pas de moi, je veux pas forcément l'envoyer aux engagements. Mais un autre directeur qui, lui, a la délégation, va prendre le même dossier avec un peu plus d'expérience et peut très bien te dire, dans la même banque, hein, peut-être de 2 villes plus loin, va prendre le dossier et va dire, bah en fait, non, moi je pense que le dossier il est recevable. Et à ce moment-là, le dossier il peut être monté, étudié. Donc il y a cette D'accord. idée aussi de dès le premier rendez-vous, ça c'est quelque chose que nous on évoque beaucoup avec Christophe, avec les personnes qui nous posent des questions, les investisseurs. Il ne faut pas hésiter dès le premier rendez-vous au conseiller qu'on a en face de poser des questions, savoir combien de temps, ça fait combien de temps que la personne elle est à l'agence, qui est son directeur, sa directrice, est-ce Hmm. que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, est-ce ils peuvent donner un peu d'informations sur le niveau de délégation. Nous aujourd'hui on a des clients qui, franco, nous disent dès qu'ils nous présentent un dossier, est-ce que le dossier reste à l'agence ou est-ce qu'il remonte aux engagements? Mais tout de suite, pour savoir s'ils nous le présentent ou pas. Et Ouais. ça nous permet à nous aussi d'échanger avec eux, de dire voilà, bah, le dossier, il est dans la délégation agence, et voilà ce qu'il va falloir nous ramener pour passer le dossier. Ça, c'est vrai que c'est une question que je pose beaucoup, moi, et notamment pour les opérations de marchand, si ça reste dans la délégation ou si ça monte aux engagements, pour avoir déjà le type de réponse qu'on aura, quoi. C'est Je, super important, surtout, je finis là-dessus, je Tony. t'en prie. Sur les délégations, en fait, aujourd'hui, le but, comme ça va être de plus en plus dur de se faire financer, c'est de trouver une agence qui peut t'accompagner sur plein de projets, pas Bien sur un sûr. seul. Donc, ça va être super important de savoir la délégation qu'a ton interlocuteur, parce que plus la délégation va être importante, plus ça veut dire qu'il va t'accompagner sur un nombre d'opérations importantes. Donc, ça va être super important de poser les bonnes questions. Quand vous sollicitez votre interlocuteur pour 300 000 euros, vous pouvez lui dire, bah voilà, je vais avoir un autre projet aux alentours de 300, 400 000 euros. Est-ce que tu penses que tu pourras m'accompagner? Ça sera dans ta décision ou pas? Pour savoir un petit peu quel montant il a à sa main. Comme ça, vous allez Complètement. pouvoir avancer sur plein de projets, pas sur un seul. Ouais, et c'est là où tu te rends compte, moi j'ai développé ce genre de relation avec le Crédit Mutuel, tu vois, pour pas les citer. Et si j'ajoute un bien à 80, 100 000 euros, c'est presque une simple formalité en fait.
ça prend très peu de temps. Ils font confiance, ils vont regarder que le projet soit rentable, que je me sois pas mis à faire n'importe quoi du jour au lendemain. Mais sur des projets avec des, entre guillemets, petits montants, ça va quand même très vite, quoi, pour ça. C'est pour ça que ça va être important d'être un client historique aujourd'hui et d'avoir une ancienneté dans ta banque, parce que comme tu viens de le dire avec le Crédit Mutuel, ils vont pouvoir t'accompagner sans trop regarder. Ils connaissent, ils ont un historique, ils savent que tu joues le jeu, il y a une vraie relation, il y a un partenariat et on avance quoi. On n'est pas là Mm, mm. pour regarder tous les chiffres un par un. Tu vas faire partie des clients pour lesquels on pourra déroger. C'est pour ça que vraiment privilégier aujourd'hui la relation euh, longue plutôt que des one-shots sur un seul bien. Et comme tu dis, bon, on va déborder, mais quand même, j'ai ma question derrière, mais et puis donner aussi un peu le change. Je pense le Crédit Mutuel, c'est justement une banque mutualiste. Bah, j'ai pris un peu de part sociale. J'ai ouvert une assurance vie où j'ai laissé ma conseillère avec un petit montant, mais faire aussi la prendre en gestion et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça fluidifie un peu les relations plutôt que de venir chercher qu'un taux et faire que le rat. Non, c'est aujourd'hui, voilà, tu peux plus être dans un contexte comme celui-là. Tu es obligé vraiment d'avoir un échange et pour ça, ça passe effectivement par une relation gagnant-gagnant, comme l'a dit Benjamin. Et du coup, tu vas devoir prendre des produits et services effectivement au sein de ta banque. Là, tu fais la démarche pour un investissement, donc tu peux prendre tout ce qui est assurance propriétaire non occupant, Exactement. l'assurance emprunteur, j'en parle même pas. C'est pas que c'est obligatoire, mais voilà, tu les sollicites pour un crédit, tu leur laisses l'assurance emprunteur. T'es pas là pour négocier 50 balles. Toi, tu es là pour obtenir un financement et Mhm. avancer. Donc c'est pareil, tout ce qui est assurance habitation, assurance auto, assurance prévoyance, téléphonie. Aujourd'hui, des banques proposent des téléphones. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment dans le cadre d'un échange. Même l'épargne, tu disais l'épargne, ouais, c'est important de s'engager sur la durée. L'assurance vie, le PEA, c'est des comptes qui Alors, sont sur des engagements moyen il long terme, c'est il y a que important. sur il y a que sur le PEA où on grince des dents avec Yann parce que c'est vrai ou alors faut bien négocier, C'est mais en mort. banque Non, mais c'est physique, mort. C'est mort. c'est beaucoup trop cher. Sur le PEA, on Mais bien n'arrive sûr, jamais à s'entendre. c'est mort. Et alors Tu en peux tout plus, négocier, hein. C'est Alors, comme tu l'as dit tout à ouais, l'heure, c'est mais vraiment c'est commercial. alors Il tu n'y a sais pas de. que là-dessus, t'as raison, Christophe. Sur ma holding, j'ai réussi, donc au Crédit Mutuel, j'ai réussi à négocier exactement les mêmes conditions que sur mon PEA Fortuneo. Donc, comme quoi, maintenant, on peut y arriver. maintenant, il y a quelque chose que là on nommait. C'est que pour négocier, il faut, ou vendre quelque chose, il faut avoir un acheteur et un vendeur. Moi aujourd'hui, dans les banques, je vois plus souvent, comme je disais tout à l'heure, Nadine qui a une main à gauche son Twix, là son café, et qui comprend rien. C'est-à-dire qu'en en fait, elle a juste été projetée sur une chaise et en fait, on peut même pas avoir d'échange de négociation puisque tu vois, par exemple, le téléphone, tout ça, etc. Euh, bah, à part, sauf si toi tu fais son job, c'est-à-dire tu fais ton job et son job, tu lui dis voilà, j'ai vu que vous aviez une assurance Mm. vie en ce moment et du coup, bah, essayez de me la claquer et je vous dirai oui. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Il faut aussi avoir un échange. Mais t'es là Et pour ça, Yann. malheureusement, ouais, mais malheureusement, T'es professionnel. malheureusement, il est compliqué aussi, tu vois, de, de, de Mais rentrer dans une en négociation fait, quand tu es tout seul en Ouais. fait. ça reste une histoire d'homme et de femme et il faut trouver C'est le ça, bon c'est ça. interlocuteur en face, en C'est ce fait. que j'allais dire, ouais. C'est ce que j'allais dire. En Et, fait, et, trouver le bon interlocuteur, tu vas pouvoir le trouver. Alors là où tu as raison, c'est que dans le secteur bancaire, mais c'est dans tous les secteurs, hein, tu vas trouver des ouais, personnes plus ou moins compétentes et plus ou moins impliquées. Tu sais, pareil, vous, vous êtes des investisseurs, donc vous avez une appétence pour l'investissement naturel. Il y a des personnes que tu vas avoir en face qui vont être des conseillers bancaires. C'est pas toujours réfractaire ou. qui sont fonctionnaires, mais qui sont là pour faire leur boulot tranquillement. Dès qu'ils vont voir un dossier, si en plus, comme tu disais au début du podcast, que tu commences à avoir un peu plus d'encours, l'analyse, elle est plus poussée, donc ça demande plus de travail, plus d'études, plus de recherche. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un en face de toi, par exemple, tu prends Christophe et moi, nous, on est très appétants à l'investissement, donc nous, ça va nous plaire et on va regarder en détail. Mm, Et comme tu dis, si tu tombes sur ta conseillère avec son Twix qui n'a pas envie d'aller plus loin, elle va te dire, oula, dossier trop compliqué. Et puis, elle est même plus dans l'optique, comme tu disais, de, bah, moi, si je fais ça, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Parce qu'en fait, elle va rester sur, ouais, ça ne me concerne pas ou ouais, dossier c'est trop ça. compliqué. Mais tu vas toujours trouver des interlocuteurs. L'idée, c'est par contre, une fois que tu as trouvé le bon conseiller ou conseillère et bon directeur ou directrice, et que tu sais que tu peux travailler avec eux, alors le temps en banque d'affectation dans les agences, ça varie d'une agence à l'autre, hein, le turnover, il n'est pas le même. Mais si tu sais que tu vas peut-être pouvoir bosser pendant 3 ou 4 ans avec eux, bah pendant ces 3 ou 4 ans, il faut que ce Mm. soit efficace, que ça puisse te servir à faire tes investissements.
au maximum. Et puis comme ça, au bout des 4 ans, quand ton conseiller ou ton directeur s'en va, tu te dis, bah voilà, j'ai optimisé au maximum ce temps avec eux. Et puis aujourd'hui, j'ai pu faire tous mes investissements. Alors, merci Benjamin. Et j'avais une question. On a pas mal d'auditeurs qui nous disent, ah, je suis allé voir mon banquier, il m'a dit que pour mon premier invest, il pourrait me prêter jusqu'à 200 000 euros, je suis content. Ou alors, enfin, qui font des plans sur la comète. Et moi, je leur dis à chaque fois, n'allez pas voir votre banquier sans un compromis signé, sans un projet sérieux. Parce que il a 8 heures dans sa journée pour aussi faire du chiffre. Et là, vous lui faire perdre 1 heure à parler dans le vent. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette démarche-là. Moi, je vais voir mon banquier que quand j'ai un compromis signé, que quand j'ai un projet qui est sérieux. Alors, pour ma part, moi je pense qu'il y a deux choses. Le gars qui vient pour acheter sa résidence principale, ou la fille qui vient pour acheter sa résidence principale, effectivement, elle peut solliciter son banquier pour savoir combien elle peut emprunter. C'est la première fois qu'elle achète, elle sait pas trop bien, ou il sait pas trop bien comment s'y prendre, il sait pas quel montant il peut emprunter. Là, ça va être important, c'est de l'ARP. Ok, pas de souci, tu peux le faire, c'est un peu normé. Par contre, pour des investisseurs comme nous, je pense que non, tu fais perdre ton temps à ton On est interlocuteur, tu d'accord. perds ton temps aussi parce qu'en fait, on ne sait pas le projet que tu vas faire, on ne sait pas les loyers que tu vas encaisser, on ne sait pas le montant que tu vas acheter. Donc l'approche est totalement différente. Là, effectivement, il ne faut pas faire perdre de temps. Puis encore une fois, euh, tu vois, dans la présentation, on ne l'a pas dit, mais nous, on propose, on a une société avec Benjamin qui s'appelle Ton banquier à domicile. Ouais, Vous pouvez retrouver sur Instagram et qui propose des accompagnements. Et c'est ce qu'on dit aux clients. Euh, Toi, tu vas faire un projet. En fonction de ton projet, les chiffres ne vont pas être les mêmes, ça va pas être identique. Donc, tu peux pas solliciter en amont la personne. Tu es là, tu es un professionnel. Tu vas préparer ton projet. Toi, tu sais si ton endettement il passe ou pas, les capacités que tu as de remboursement. Donc, tu vas voir tout de suite. Tu sais quels sont les points forts et les points faibles de ton dossier. Donc, ne fais pas perdre du temps à ton mm. interlocuteur et sollicite-le quand tu as besoin. Et pour rebondir sur ce que Yann disait tout à l'heure, effectivement, tu peux rencontrer Nadine à la banque qui n'a pas envie de te vendre des produits, comme tu peux rencontrer Jean-Paul qui a envie de te faire une liste longue comme le bras de produits. Mais toi, tu es professionnel. Donc, toi, tu arrives, tu as été regardé sur leur site internet où tu as déjà fait la même banque, tu sais les produits qu'ils proposent, tu arrives avec ta feuille, voilà, moi, il me faut tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour l'assurance Ouais, auto par rapport à ça? Et là, la personne en face de toi, même si elle n'est pas commerçante, commerciale, tout ce que tu veux, bah, elle n'a plus qu'à souscrire, quoi. bien sûr. Benjamin, tu voulais dire un truc? Oui, en fait, c'est aussi pour compléter, enfin, c'est pas pour compléter, mais je comprends aussi la question qu'on te pose, tu sais, par rapport à ça, d'aller voir ton banquier pour savoir, pour avoir un ordre d'idée sans compromis. Je peux comprendre cette question-là aussi, tu sais. Les personnes, elles ont souvent, notamment pour les premiers investissements, elles ont besoin d'être rassurées. Ouais, Ça nous arrive, hein, que Pour les clients, sûr, moi aussi je le comprends. Ouais. tu c'est vois. sûr. Mais Et si tu veux, c'est moi, ce qui me normal. gêne, c'est ton banquier, c'est pas ta nounou. Et des fois, Ah si oui, tu as besoin d'être rassuré, t'envoies un putain de mauvais message. C'est comme oui. si tu veux draguer une gonzesse et que tu as besoin qu'elle te rassure. T'es fichu, quoi. Ouais, après, par rapport à ça, il y a peut-être une nuance que je vais apporter. Ça va de la relation que tu vas avoir avec ton banquier. Je te donne un exemple, ça fait 3-4 ans que tu connais ton banquier, tu as une super relation, tu pas encore fait d'investissement immobilier, mais à chaque fois que tu as eu besoin de lui, tu l'as sollicité, tu as répondu favorablement, il t'a accompagné, etc. Pendant un échange, et tu fais ton premier investissement, je pense aux jeunes investisseurs qui se sont jamais lancés là-dedans et qui se disent, ah mais en fait, je vais aller voir, je vais signer un compromis, mais je ne sais même pas combien je peux emprunter, je ne sais pas faire mes calculs, etc. Si vraiment tu as une bonne relation avec ton banquier et que tu vas le voir et que tu lui dis, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un peu les grandes lignes de comment Il ça se va passe pouvoir te conseiller. Ouais. Oui, voilà. Et ça va pas forcément nous prendre beaucoup de temps. Ça va peut-être prendre voilà, 10 minutes, 15 minutes d'expliquer à la personne, lui dire, voilà, tu prends tes revenus là, tu prends tes charges là, voilà le calcul que tu dois opérer pour que tu saches à peu près ton taux ok. d'endettement, ton reste à vivre. Et après ça, peut-être qu'en 15 minutes, ton banquier te donne la piste de réflexion. Avec ça, tu as un ordre d'idée. Et avec ça, tu peux aller signer ton compromis. Par contre, là où je suis complètement d'accord, il ne faut pas venir voir ton banquier pour qu'il monte ton dossier immobilier sans compromis. Parce il va faire quoi? Il va noter tes revenus, tes charges. Et puis là, quand il va s'agir de remplir le détail de l'objet du bien financé, ben, on n'a pas l'adresse, on n'a pas la surface, on n'a pas l'état du bien, on n'a rien. Donc Ouais, oui, mettez 120 mètres carrés, mettez telle ville, mettez telle valeur. Mais non, il faut qu'on soit sérieux par rapport à ça aussi, quoi. bien sûr. Sur l'aspect ton banquier à domicile, les gars, parce que moi je débarque, hein, autant que là les auditeurs. Donc l'idée c'est quoi en fait? On vous contacte à travers Instagram et vous faites office de courtier ou vous aidez, Non, c'est quoi l'idée? alors
En fait, l'idée, c'est vraiment de t'accompagner, faire une étude patrimoniale au début de ce que tu as. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui débute, mais aussi pour quelqu'un qui a déjà un certain patrimoine, parce qu'on va peut-être procéder à des arbitrages pour que tu puisses continuer à investir et multiplier tes biens. Donc, une Mmh, fois que tu auras trouvé un bien, on regarde, on fait une analyse de la rentabilité. On va mmh, regarder le meilleur financement que tu vas pouvoir obtenir. Donc, soit au travers d'une société, soit en nom propre, par rapport à la durée, par rapport au taux, par rapport à tout ça. Et après, une fois que tu auras obtenu ton financement, on va te présenter des partenaires, donc des partenaires bancaires avec qui on travaille, des notaires avec qui on travaille, des avocats s'il y a besoin. Et après, on va t'aider aussi pour la partie travaux. Donc sur la partie travaux, on va regarder un petit peu les travaux qu'il y a, on va regarder si la société a l'air insolide. Et une fois que tu auras fait la partie travaux, pareil pour le mode d'exploitation, enfin en amont, on va regarder le mode d'exploitation. Donc comme je disais, soit en société, soit en nom propre, mais aussi si c'est de la colocation, de la location courte durée, de la location longue durée. Et après, quand tu vas trouver tes locataires pour de la location longue durée, par exemple, bah, on va faire une étude de leur dossier également. En fait, c'est vraiment un OK. accompagnement de A à Z pour Ah ouais, ouais. l'investissement et Et pour ça vaut quoi, les l'entrepreneuriat gars? aussi. De quoi? Le Ça prix? vaut quoi? On est à Ouais. 5 500 € sur le prix pour l'ensemble des prestations qu'on vient de dire, sur Donc attends, l'accompagnement. donc là, 5 500 €, demain, on a des auditeurs qui se lancent, c'est ça? Ils vous Ouais, contactent en amont, ils ont un contrat avec vous à 5 500 € qui reprend en fait tout ce process et tout ce suivi, c'est ça? tout à fait. Déjà, on fait une OK. étude vraiment de la personne, de la caution. On va regarder un petit peu les revenus qu'il a, ce qu'il a comme patrimoine, ce qu'il peut faire. Voilà, encore une fois, on n'est pas là pour te guider, te dire, bah, tu vas acheter un château demain, c'est ton premier investissement. Tu vas te lancer sur une OP 1 million Hmm. si tu n'as pas d'épargne, si tu n'as rien du tout. Il y a vraiment une étude à faire parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes qui viennent, qui se lancent, ils n'ont pas d'apport, ils n'ont rien du tout, ils veulent partir et enchaîner et multiplier les investissements. Non, c'est pas comme OK. ça. D'accord. Et les gars, vu que vous êtes du coup dans le game et dans l'aspect ultra enfin ultra et très précis commercialement, vous aviez bien pensé à prévoir quelque chose pour nos auditeurs. Vous vous doutez bien qu'à un moment à un moment je vais vous gratter quelque chose. Il est Qu'est-ce fou. que pour nos auditeurs, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Enfin au Alors, pied levé quoi, mais vous aviez ouais, prévu ça ou pas du tout? on a tout prévu. Ah Oui, putain, ils sont bons, ils sont très Ouais, ils très sont bons, ils bons. sont très très bons. oui, Ils sont très très bons parce que moi je l'avais pas prévu. on n'est pas des banquiers pour rien. T'as D'accord, pas Nadine en face de toi, là, hein. Je te le ok, dis tout de moi suite, hein. je l'avais pas prévu. Alors qu'est-ce qui peut être viable? Bah, qu'est-ce qui peut être viable? C'est que s'il y a 10 auditeurs qui nous sollicitent en même temps, on peut leur faire 20% sur Ok, l'accompagnement. Ah, c'est putain, beau. bien. Ok, Mm. super les gars, merci Autre pour eux. chose Bien. qu'on propose aussi, c'est par exemple, si vous avez des auditeurs qui veulent prendre contact avec nous, on peut faire 15 minutes d'appel téléphonique avec eux pour déjà voir un peu s'ils ont des projets ou autres. Ça, on peut le faire aussi Euh, dans un premier temps. ah ouais, non Et mais puis, là, mon petit Christophe, mon petit Ben, là, t'es pas prêt là, parce Là, que t'es là, fichu, là. ah oui, là t'es mort. Là, tu viens de Là, signer là, ton là, arrêt de à peu mort, hein. près, on mais est à non, 4000 écoutes dans les à cœur 15 vaillant, jours à cœur pour vaillant, rien l'épisode. n'est impossible. Alors, Bon, écoute, juste une dernière chose. On propose aussi les accompagnements sur l'entrepreneuriat. Et là, c'est Benjamin qui est mieux placé que moi pour vous en parler. Mais on propose aussi des accompagnements pour les entrepreneurs. Parce qu'effectivement, à la banque, c'est pareil. On a vu trop de fois des gens qui viennent, ils n'ont pas de business plan. Ils te demandent un financement. Moi, j'ai encore eu une personne la semaine dernière qui vient il fait de la restauration rapide, il veut acheter la dernière BM. Je lui dis, Ouais. mais mais alors ça, mais ça Ça, j'en ai c'est un mon truc de pauvre fou. à longueur de temps. Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Les mecs, ils me demandent comment monter une boîte pour pouvoir acheter un X5. Mais en fait, ils fonctionnent tout est à l'envers en fait. Les mecs, ils commencent à te parler, ils sont mieux renseignés que toi sur les indemnités kilométriques alors qu'ils ont même pas de boîte. Enfin, Ouais, mais ça, c'est des ouf. c'est parce que tu roules en Lexus, mec. Toi, c'est déjà fait. T'es déjà en haut du Oui, game, tu vois. Donc, t'as plus Ouais, besoin. ouais. Enfin, là, je pense qu'il va falloir que je redescende, mais on en parlera dans le prochain podcast. Parce que ouais, vous avez parlé de vérifier les sociétés qui interviennent sur les chantiers. C'est ça? ouais, Là, moi, je suis sur le dernier investissement. Ouais. Tony le sait depuis avant-hier. On est lundi là, hein, donc depuis avant-hier, je viens de voir en fait que je suis dans une merde intersidérale. Je viens de me faire défoncer le cul. C'est-à-dire que le mec a disparu. L'entrepreneur a ah, disparu. Il est ça, porté c'est. disparu au sens propre du terme, au vrai sens du terme. Ouais. Et donc j'ai 60 cas dehors et un chantier complètement bloqué. Et bien Incroyable. sûr, vu que j'en avais parlé sur Insta, et ben il y a des gens qui me suivaient sur Insta qui ont pris le même entrepreneur. Enfin bref. Donc là, vous voyez, quand on finit le podcast, je vais à la gendarmerie. ouais. Donc C'est toujours un régal.
Donc, tu vois, Juste, on aurait su ça 6 mois avant, à 5000, je signais tout de suite, quoi. En Pardon? fait, il y a les moyens. Benjamin il va prendre le relais parce qu'il voulait parler, mais Hmm. il y a des moyens de vérifier un petit peu la solvabilité de l'entreprise. Et du coup, voilà, Ouais. c'est super important de le faire et Moi, tout le monde a accès à ces informations. je pense que Benjamin il va en parler, mais moi je réclame toujours les attestations URSAF. Alors, pas sur des petits chantiers, mais sur les chantiers de travaux publics. Pour les divisions foncières, je réclame toujours les attestations URSAF. Ça prouve qu'au moins ils payent leurs charges et qu'ils sont pas trop dans la merde, quoi. mm. Le En fait, problème, c'est que ça, oui, mais vas-y, pardon, Benjamin. non, non, excuse-moi, je vais pas te couper. Non, c'était par rapport à ça, ce qui t'est arrivé par rapport à l'entrepreneur. On a une connaissance commune avec Christophe qui a fait des travaux dans sa maison. Elle a installé sa cuisine. Le cuisiniste est venu. Elle a installé complètement la cuisine. 2 semaines après, la cuisine elle tombe. Le mur il est à moitié, le mur il est à moitié cassé. Et du coup, donc cette personne me contacte moi. Moi, je fais les recherches. Et quand je regarde sur cette société, des recherches que moi je fais, que tout le monde peut faire, hein. C'est-à-dire que je remarque que cette société, eh ben, par exemple, elle a pas irradié. C'est plus une société, c'est plus Putain. la société présente, c'est une autre qui est derrière, qui a pas les mêmes personnes, qui a pas les mêmes intervenants, les mêmes Qui gérants, etc. sous-traite, machin. Ouais. Qui sous-traitent, tu vois, et puis on n'a plus de visibilité. Et là, tu as une personne qui vient t'installer ta cuisine, c'est pas celle que tu as eu au tout début. Et par Ouais. contre, et du coup, par contre, moi j'ai eu l'information une fois que la cuisine elle était tombée, mais si cette personne, lorsqu'elle reçoit son devis ou sa facture du prestataire, elle me Elle l'envoie, check moi, ça. voilà, moi avec le numéro sirène, avec le nom de la société, je peux déjà faire des recherches que Bien sûr. que tout le monde peut faire, et Sauf tu que, évites ça. ouais, oui, alors effectivement, sauf que là, moi, dans mon cas, c'est juste un truc qui existe, une société que j'ai déjà fait bosser, qui m'a fait plein de chantiers, et là, en fait, le mec, il s'est juste en fait réveillé un matin. Dans la boîte aux lettres, il avait un redressement, enfin pas un redressement, un contrôle, comment on appelle ça, Tony? Contrôle URSAF ou contrôle fiscal, Ouais, quoi. enfin un contrôle fiscal. Il a vu qu'il était serré, et bah en fait, il a pris sa voiture, il s'est barré à l'autre bout, quoi, à l'autre bout du monde, ou on sait pas où, et terminé. Et là, en fait, tu peux pas le prévoir. Le mec, il pète un plomb. Qu'est-ce que tu veux prévoir? Après, tu peux pas le prévoir, mais tu peux retrouver des informations par rapport notamment à tout ce qui va être les prélèvements URSSAF. C'est-à-dire que sur Ça, oui. InfoGreffe, Mm. on peut retrouver la personne qui, les créanciers privilégiés. On peut, donc, sur l'état des endettements, c'est la catégorie, vous pouvez retenir ça, catégorie 1 et 2, c'est ce que regarde la banque. C'est-à-dire qu'on va regarder les personnes qui vont soit avoir des nantissements pour la partie fonds de commerce, mais Mhm. ça va reprendre aussi tous les privilèges sur URSSAF, sécurité sociale, TVA, etc. Ok, Donc, si ok, par ok. exemple, tu as une entreprise qui commence à avoir des rejets de paiement pour le fisc, de toute façon, ça apparaît à ce niveau-là et tu peux même avoir un peu le détail. C'est-à-dire que si tu as une dette qui est assez récente et d'un montant assez faible, ça peut arriver qu'il y ait un loupé sur une TVA ou sur quelque chose comme ça. Mais si tu as par exemple déjà des arriérés depuis 2018 et que Ouais, chaque ouais. année tu as de nouveaux trucs qui tombent, tu te dis ça commence à sentir un peu Appuyer mauvais. du cul. Ouais. Et là où ça peut être extrêmement dangereux, c'est que j'avais un de mes anciens clients à l'époque où moi j'étais encore boîte de TP. C'est comme ça que je l'ai connu, hein, parce que moi, avant de faire les chantiers, il me réclamait mes attestations URSAF. Et il m'a dit qu'il s'était fait planter par une boîte qui, donc, il avait fait des acomptes, la boîte a déposé le bilan, il n'a plus jamais rien revu. Mais non seulement elle payait pas son URSAF depuis longtemps, ils sont venus le chercher lui sur le chantier pour payer une partie de l'URSAF. Ouais, Donc c'est la Ouais, double peine, quoi. Là, ça, tu te fais défoncer. c'est ça. ça c'est Et clair. malheureusement, après, de toute façon, sur le professionnel, c'est ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'il faut avoir, le réseau est très important. Après, effectivement, tu peux travailler pendant des années avec quelqu'un, puis du jour au lendemain, il pète un câble, il prend la voiture, il s'en va parce qu'il se rend compte que le fisc est en train de le rattraper. Mais c'est vraiment très important. Le réseau de personnes qui entourent vos investissements, c'est super important. Et juste pour préciser par rapport à ce que disait Christophe sur la partie du professionnel pour ton banquier à domicile, l'idée, c'est que lorsque nous, on va avoir un professionnel qui va venir nous voir, on va prendre le dossier complet, on va regarder déjà si le dossier est bien monté, on va regarder la cohérence des chiffres, on va regarder l'étude de marché qui a été faite, on va voir, on va vraiment analyser toute cette partie-là, qui est en fait l'analyse que le conseiller professionnel va faire lorsqu'il reçoit le dossier à la banque. Pour tout vous dire, on a commencé ton banquier à domicile depuis déjà plusieurs mois, on a eu plusieurs dossiers professionnels qui sont venus, et très souvent, le dossier, quand il arrive, on a tout le temps les mêmes erreurs qui reviennent, c'est-à-dire ou un plan de financement qui est pas adapté avec une durée qui n'est pas adaptée au financement, ou un business plan, un prévisionnel, parce qu'un prévisionnel, on peut mettre ce qu'on veut dedans, qui n'est pas du tout cohérent avec l'activité qui est mise dessus, l'étude de marché qui existe ou n'existe pas, l'étude de la concurrence qui n'a pas été faite. Donc toujours les mêmes erreurs reviennent. Ce qui fait que quand ce dossier-là, qui n'est pas complet, se présente à la banque, il y a 90% des chances qu'il ne passe pas.
Et ça ne veut Mm. pas dire que le dossier n'est pas bon, pas recevable. Ça veut juste Mm. dire que le dossier n'a pas été fait professionnellement. Nous, notre idée, c'est que la même analyse qu'on fait à la banque pour analyser la faisabilité d'un dossier, eh ben, on puisse donner vraiment chaque point de cette analyse-là aux personnes qui nous sollicitent pour que lorsqu'elles présentent leur dossier, ben, en fait, ça rentre pile dans ce que la banque va demander lorsqu'elle fera l'étude du financement. Ok. J'avais une question qui était intéressante et qui revient aussi beaucoup. Avec Yann, on est tous les deux propriétaires de nos résidences principales. Et ça revient vraiment souvent, puisqu'il y a quand même une mode chez les investisseurs de dire que faut pas être propriétaire de sa RP pour pas bloquer son endettement. Moi, je pense qu'il y a deux Moi, je paradis trouve. fiscaux en France, c'est l'ARP et le PEA. Puisque quand on vend sa RP, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value. Le Donc, PEA à la banque, Tony, ou pas? à la banque, mais ouais, à la banque en ligne, mais bon, c'est presque pareil. C'est ça, Mais, c'est ça, c'est ça. Fortunéo, mais ça appartient bien à une grande banque. Oui. Fortunéo, c'est Crédit Mutuel. Tu vois, c'est ce qu'il faut se dire. C'est poche droite, poche gauche. Mais ouais, quel est votre point de vue, vous, sur des investisseurs qui viennent pour emprunter, qui ont, débutants ou pas, qui n'ont pas leur résidence principale? Alors, pour l'ARP, ouais, il y a deux sons de cloche. Moi, ce que j'aime bien préconiser, ce que je fais à titre perso, c'est effectivement, comme on a pu échanger hier, c'est soit tu achètes ta RP et tu es prêt, je sais pas, tous les 1 an, tous les 2 ans à déménager parce que effectivement, fiscalement, c'est très intéressant euh, et rien ne t'empêche de le faire, c'est complètement légal. Bien sûr. Donc effectivement, ça c'est super intéressant. Ou moi, ce que je fais à titre perso, euh, là vous pouvez le voir si je vous montre le truc, si je vous montre un peu l'image, mais c'est que moi, non, il y a trop de soleil. Mais je le couple avec de la location. C'est-à-dire qu'à l'endroit où je vis, je loue aussi une partie de mon bien. Ouais, Comme ça, en fait, la charge de crédit, en face, j'ai des loyers. Donc je ne supporte pas la charge de crédit. ouais, Et ça, Ok. c'est top. Du coup, ça me permet d'avoir ma RP, mais en même temps de ne pas avoir de charge. bien sûr. Ouais, moi, c'est ce que j'avais fait à Ok, ok, l'époque c'est avec cool ça. ma résidence secondaire, où j'avais des appartes aussi, et bah, ça joint l'utile à l'agréable, on va dire, quoi. Ouais, ou même l'exploiter, par exemple, avec si tu es quelqu'un qui bouge beaucoup et qui part régulièrement en province, à l'étranger ou n'importe qui voyage, bah pourquoi pas louer en courte durée en même temps ta résidence Bien principale, ça sûr. te permet de dégager des revenus. Et si sur l'année, bah ça te permet de dégager suffisamment de revenus pour payer l'intégralité de tes charges, bah c'est top, c'est cool. Et la politique vraiment de la banque en propre, si tu arrives et que t'as pas ta RP, même après avoir atteint un certain niveau, ça joue pas? Ça dépend de ton interlocuteur. Encore une fois, je me permets de répondre parce que je suis plus spécialisé sur la partie investissement et Benjamin plus sur la partie entrepreneuriat. Sur la partie investissement, il y a pas de règle, ça va dépendre de l'interlocuteur que tu as. Comme disait tout à l'heure Yann, si tu tombes sur Nadine qui est figée, qui a Hum, peut-être, hum, elle, hum. dans sa tête, il faut avoir ta résidence principale pour pouvoir acheter, effectivement, tu vas tomber face à un mur. Maintenant, si tu tombes sur un interlocuteur qui est ouvert et qui comprend un peu le truc, enfin, moi, ça me pose aucun problème que tu sois locataire. Et dans certaines situations, c'est complètement compréhensible. Si jamais demain tu as un loyer sur Paris, par exemple, à 1 000 € et que pour la même surface, eh ben, tu te retrouves avec 2 000 € de mensualité, c'est clair qu'en tant qu'investisseur, je préfère rester locataire. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais on est Ça d'accord. impacte beaucoup moins ton endettement, donc c'est super important de savoir faire le bon choix. Et De encore toute une fois, façon, c'est toujours ça encore. Enfin, c'est une histoire de rat race. C'est de pas se coller une ERP qui est pas dans ses moyens, surtout au début. D'abord, deviens riche, enfin, ou en tout cas, deviens indépendant financièrement, trouve quelque chose qui te plaît. Et puis, quand ta situation, elle ira bien, bah là, tu te fais claquer la RP de tes rêves, mais ne pas c'est le faire clair. au maximum de son endettement quand on débute, quoi. C'est la conversation que j'avais hier avec ma femme. Elle me dit, j'aimerais bien avoir une super maison que à nous, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, bah, soit on déménage régulièrement, soit on a des locataires avec nous. Elle me dit, j'aimerais bien avoir une maison. Bah, je lui dis, ouais, d'abord on monte, on grimpe, on fait de l'argent, et puis ensuite, une fois qu'on a bien réussi, bah, nous aussi, Mm, on mm. aura notre maison, notre villa avec le super jardin et tout. Même si aujourd'hui on se débrouille déjà pas trop mal, mais c'est vrai que bon, Bien c'est sûr. agréable d'avoir son chez soi et puis d'être seul, et puis voilà. Non, c'est certain. Ta Après, question il était y a une chose, pertinente, mon petit Tony. Ah, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que de toute façon, la RP, effectivement, là, je suis complètement d'accord avec vous. Quand on achète sa RP, il ne faut pas se prendre une RP qui soit largement au-dessus de ses moyens. Déjà, la banque,
va difficilement vous accompagner si ça sort complètement des critères et des préconisations. Mais bon, après, la RP, ça reste aussi un investissement. Donc, ça veut dire que Ouais, ça prend de la valeur aussi. Et puis, nous, notamment quand ça passe par des SI ou des sociétés ou autres, on fait une vraie étude patrimoniale du client. Donc, ça veut dire qu'on va regarder la valorisation nette du patrimoine du client, donc la valeur du bien à l'instant T, c'est moins son capital restendu sur le prêt. ouais, Donc, si vous investissez sur votre résidence principale dans un secteur qui est assez dynamique, qui a une bonne rentabilité, qui au bout de 4 ou 5 ans a pris une vraie valeur, votre patrimoine net, il va aussi grandir. Donc, ça bien veut dire sûr. que votre surface patrimoniale, elle est plus importante. Donc, vous avez plus de crédit dans la banque quand vous arrivez, qui va voir votre dossier, qui va dire, OK, au niveau d'endettement, peut-être qu'on commence à être un petit peu limite, mais regarde son patrimoine net, il a peut-être 600 000 euros de patrimoine net aujourd'hui. Donc, on va pouvoir déroger plus Ouais, facilement avec quelqu'un qui a une belle surface patrimoniale que la personne qui s'endette Ouais, pour sûr. qui s'endette, pardon, à bien pas sûr. vouloir prendre sa RP, qui reste locataire, mais le loyer, ça reste une charge qui rentre aussi dans l'étude du dossier. Donc, Tout à fait. Ouais, ouais, non, mais comme quoi, il y a encore pas de réponse toute faite à cette question-là. Et si tu considères aussi, en tout cas dans les premières années de ta vie, ta RP comme un levier d'accélération, bah, moi je trouve que c'est dommage de s'en passer, Ouais. quoi. Mm. Et Mais le truc, c'est c'est. Vas-y Yann? Je disais en fait, le truc c'est que du coup on a parlé du nom propre, on a parlé de Ouais. la RP, mais on n'a pas du tout parlé de la partie pro, enfin pas du tout, on l'a survolé. Mais comment emprunter cette fois-ci en société, c'est-à-dire le truc qu'on met nous le plus en avant, on n'en Mm. a pas trop parlé. Je sais pas si vous arrivez à le condenser parce qu'on a 1 heure de podcast déjà, mais enfin non Tony, ou tu veux le faire Ah ouais, tu veux qu'on non, non, fasse un épisode 2? non, non, moi je trouve que c'est intéressant. On a un peu de temps là. Oui, on a commencé, on est à 50 minutes, on a un petit peu de temps devant nous. Ouais, je veux bien effectivement, les gars, que vous puissiez nous faire pareil, un feedback, Alors, nous mettre de la lumière sur les trucs qu'on maîtriserait pas. c'est déjà juste avant de faire ça, je vais lancer l'introduction. En nom propre, tu peux continuer à emprunter. En fait, ce qu'il faut, c'est juste comprendre que sur le calcul du taux d'endettement, les banques vont plus pratiquer le différentiel, le calcul du différentiel. Donc aujourd'hui, on va prendre l'intégralité de tes loyers, on va les mettre dans tes revenus, et on va prendre l'intégralité de tes charges, on va les mettre avec tes charges. Donc le taux d'endettement, c'est charges divisé par revenus. Si tu es supérieur à 35%, ça va être un petit peu problématique. Il va falloir que tu fasses partie des 20% pour lesquels les banques vont pouvoir déroger. Sur les 20%, il y en a 80%, ça va être pour de la RP. Donc pour les investisseurs comme nous, en nom propre, il va rester 4%. Donc pour faire partie de ces 4%-là, il va falloir que tu sois un très bon client. Ce que je peux te conseiller juste pour finir sur le nom propre, c'est la durée d'emprunt, mettre la durée d'emprunt le plus longue possible. Donc pour faire le parallèle avec l'investissement en société, où là Benji va nous dire un petit peu, mais sur la société, tu pourras emprunter sur des durées plus courtes. Donc quand tu empruntes encore et que tu as la chance d'emprunter en nom propre, essaye d'allonger le plus possible la durée. Ne vois pas, je vais rembourser super vite sur 15 ans, non, c'est fini. On n'est plus dans les années 2000. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'avoir la durée la plus longue Mm, possible mm, mm. pour avoir des mensualités les plus courtes possibles et du coup l'endettement le moins important possible. Au niveau de ton apport, n'hésite pas à jouer sur l'apport. Si tu veux rester sur de l'investissement en nom propre, n'hésite pas à rajouter un petit peu d'apport pour passer en dessous les 35% et être finançable en nom propre. Euh, Pourquoi la banque aujourd'hui est un peu réticente à financer à 110%? Parce que, aveu, encore une fois, c'est ce qu'on a vu en introduction, que tu t'engages, que tu mettes les 10% de frais annexes, les frais de notaire, les frais de garantie, etc., pour éviter d'avoir un emprunt qui va être supérieur au prix du bien. Voilà pourquoi elle veut que tu mettes de l'apport. Mais toi, tu vas pouvoir jouer sur le taux d'endettement grâce à l'apport. Après, l'apport, tu peux te le reconstituer au travers de différés, d'enveloppes de crédit réserve que la banque va te mettre à disposition. Donc voilà, Ok. c'était juste pour faire une petite introduction là-dessus. Et surtout, quand vous investissez en nom propre, pensez bien que c'est une relation, un partenariat, une relation gagnant-gagnant. Et du coup, n'hésitez pas à amener des contreparties, même si j'aime pas ce mot-là, entre guillemets, et à vous professionnaliser, même si vous achetez en nom propre, c'est-à-dire présenter un projet avec des chiffres, avec des images qui soient parlantes. Et n'hésitez pas à faire de l'épargne, à faire des assurances avec votre banquier. Vous allez avoir un scoring. En fait, il y a un score pour chaque client qui est attribué. Plus votre score va être haut, plus la banque va pouvoir vous prêter. Donc c'est super important d'avoir le score le plus haut possible. Pour ça, ça va être votre historique en tant que client qui va compter.
Ça va être l'épargne que vous avez, ça va être les revenus que vous avez, ça va être les flux qui vont rentrer, les flux qui vont sortir. Donc surtout, visez un très bon score, vous aurez plus de délégations dans votre agence et votre partenaire pourra vous accompagner plus facilement. Après, pour déroger aux 35%, vous avez la possibilité, c'est ce qu'on va voir, d'emprunter en société, du coup notamment en SCI, en SAS, en SARL de famille. Tout ça, ça ne rentre pas dans les recommandations du HCSF. Donc ça Ouais, veut dire que la banque, quand vous empruntez en société, n'a plus de recommandations et de règles à suivre. Ça va être comme il y a 3 ans, comme il y a 4 ans, ça va être à la bonne vieille époque, ça va être pareil. Tu vas pouvoir emprunter parce que la banque te fait confiance et veut te suivre. Donc, je vais laisser Benji argumenter très bien. là-dessus. Exactement. De toute façon, bon, pour la partie professionnelle, et Christophe maintenant aussi s'occupe des professionnels, il y a quelque chose qu'on m'a demandé qui va vous paraître assez simple. C'est une phrase que je dis souvent à mes clients, mais si vous êtes un investisseur pro, eh ben, vous devez être professionnel. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va considérer un gérant d'une société commerciale sur son professionnalisme, sur son activité, à partir du moment où vous allez vous lancer avec une société pour de l'investissement, que ce soit SCI, SARL, SAS ou SASU, vous êtes du coup un gérant d'une structure. Donc l'idée, c'est vraiment que votre expérience sur l'investissement va être très importante pour la prise de décision. Ça, c'est la première chose à comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une analyse d'investissement professionnel, on le divise en plusieurs blocs. Mais il y a un bloc qui est très important, c'est le premier bloc, en tout cas dans mon analyse, c'est la partie sur le gérant, les associés, les bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir les personnes qui sont impliquées dans le projet, connaître un peu leur expérience, connaître leur surface patrimoniale. C'est le premier point, en tout cas moi dans mon analyse, je pars toujours de l'homme. Je veux savoir la personne qui est en face de moi. Est-ce qu'elle a de l'expérience dans l'investissement immobilier? Est-ce qu'elle en a déjà fait? Quelle rentabilité elle en a dégagé? C'est quoi son endettement global Mm, aujourd'hui? mm, mm. C'est quoi sa situation aujourd'hui? Donc, toutes ces questions, il faut que les personnes qui vont venir présenter leur dossier à la banque aient déjà les réponses. Parce que on pose ces questions-là, très souvent, les clients, ils ont l'impression que les banquiers posent des questions pour piéger les clients. Un bon banquier, il est là pour découvrir le besoin du client. Et il est là aussi pour appréhender du risque. Donc pour ça, il doit avoir les informations. Donc lorsque moi, je vais recevoir un client, ça a été le cas encore semaine dernière, on a un client du coup qui fait un investissement immobilier sur de la location courte durée, mais par exemple, il hésitait entre une SCI classique, une SARL à l'IS ou à l'IR. Et donc l'idée, c'est qu'on a pu échanger un peu sur ce sujet-là. L'idée aussi concrètement, et ça c'est un conseil que je peux vous donner, comme on n'a plus trop cette notion des recommandations de l'HCSF sur le taux d'endettement, etc., comme disait Christophe, on va rentrer beaucoup plus sur une analyse pro du dossier. Donc une analyse pro du dossier, nous, en tant que banque, on doit effectivement voir le risque, mais on doit aussi voir le gain potentiel que le client va pouvoir dégager sur cet investissement-là. Notamment sur le choix de la fiscalité, si par exemple ce client concrètement m'avait fait deux hypothèses, une SCI classique avec une SARL, IS et IR. Donc on a pu comparer les trois scénarios et en fait il m'a chiffré concrètement le gain fiscal qu'il avait en faisant via une des structures. Et ben, Ok, l'idée c'est quoi? C'est que moi ça m'a donné une vraie idée de me dire voilà le potentiel que cet investissement va permettre à la personne de dégager annuellement, le cash flow qu'il va pouvoir dégager cet investissement par rapport à son choix, et ben, il est cohérent. C'est-à-dire que s'il avait fait un autre choix qui fiscalement était moins intéressant pour lui et lui dégageait moins de cash flow à la fin de l'année, et ben moi, quand je vais faire mon analyse, je vais me dire, il y a peut-être le potentiel total de l'investissement, il est pas réuni. ouais, Donc, il faut vraiment avoir cette approche-là. Quand vous allez faire un investissement à titre professionnel, il faut vraiment que lorsque vous présentiez votre dossier, ben, vous le présentez vraiment comme quelqu'un qui est un investisseur professionnel, donc qui a trouvé une pépite ou un investissement immobilier dans lequel il y a des travaux à faire ou autre, mais dans lequel il y a une vraie rentabilité, il y a une vraie valeur foncière, que les personnes qui sont impliquées, les associés qui sont impliqués ont de l'expérience, ont du patrimoine. Voilà, il faut vraiment qu'on ait une approche globale. Il ne faut pas que se contenter des chiffres, c'est-à-dire que les chiffres, c'est la première partie, la partie qu'on va regarder à chaque fois dans le niveau bancaire, mais on va vraiment faire une analyse plus poussée sur l'ensemble de l'investissement, sur la surface patrimoniale, et plus poussée sur, notamment si vous faites de la location meublée, que ce soit professionnel ou non professionnel, l'implantation de l'endroit est très important, notamment si c'est du saisonnier, s'il y a du touristique, si c'est du court terme. On va vraiment faire une analyse aussi du marché, de la localisation, de la concurrence, est-ce que d'accord. il y a d'autres choses aussi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc ouais, bah, encore une fois, enfin, la conclusion que ça m'amène, c'est bah, il faut être professionnel, quoi. C'est Il faut être ça. professionnel. Ah oui, Il y a beaucoup et c'est ce qu'on va demander d'avantages. de plus en plus aux clients de toute façon. Si vous voulez être des investisseurs professionnels, il faut se professionnaliser, il faut se former, il faut vraiment prendre le temps
de vraiment aller voir les experts comptables, aller voir les notaires, se former aussi. Maintenant, avec les podcasts, énormément de choses qui permettent à chacun de même trouver des petites subtilités, des petits tiens. J'ai toujours fait mes investissements. Je vais donner un exemple. Sur une SCI à l'IS depuis tout le temps, j'ai toujours travaillé comme ça. Maintenant, je me suis rendu compte, tiens, quand ça sue, je peux le faire d'une manière différente. Bien Ou sûr. tiens, j'avais de l'apport, j'ai toujours fait en nom propre. Mon apport, c'était un peu à fond perdu, je payais mon notaire. Mais tiens, en passant par une société, je peux le mettre en compte courant d'associé, et puis dans quelques années, je le récupère pour moi. Et ben Oui, c'est monsieur. voilà, voilà, on est d'accord. Voilà. Non, mais Donc bien tous ces sûr. petits trucs-là, ça, voilà, c'est ce qui fait la différence, et c'est surtout, c'est ce qui fait que vous êtes pris, c'est ce qui fait que vous êtes pris pour un professionnel par votre interlocuteur. Lorsque vous dites, bah voilà, moi j'ai 30 000 euros d'apport, mais je vais les mettre dans ma structure en compte courant d'associé. Et petite astuce que je peux vous donner aussi par rapport à ça, côté bancaire, c'est vraiment sur de l'analyse professionnelle. Il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on fait une analyse financière pour les conseillers professionnels. On va regarder souvent pour les sociétés le niveau des fonds propres. C'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour l'investissement immobilier ou pour de la société commerciale classique, on regarde le niveau des fonds propres. Le compte courant d'associé, généralement, il n'est pas intégré comme des fonds propres. Ça s'appelle des quasi-fonds propres. Sauf si le compte courant d'associé reste un certain temps dans la société. À ce moment-là, il est accepté comme des fonds propres. Et ça va vraiment appuyer votre dossier parce que ça montre que votre société, financièrement, elle a une structure financière qui est plus solide et qui est plus consolidée. Si vous avez un compte courant d'associé, ça veut dire que la boîte doit à son associé quelque chose. Mais si ça reste, par exemple, pendant 5 ans dans la boîte, on peut considérer ça comme des fonds propres. Et ça peut aider pour D'accord. faire d'autres investissements derrière. Ok. Bon, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Carrément. J'avais une dernière question. Je sais pas si Yann t'en aurait une après, mais Non. il y a beaucoup de gens qui ont peur d'éventuellement une future crise immobilière, patati patata. Moi, Qui la seule arrivera chose forcément un jour. qui viendra de toute façon, oui, oui, comme dirait l'autre, quand tu cries au loup tous les jours, enfin, même une horloge cassée, elle donne l'heure juste 2 fois par jour. Donc ça viendra un jour ou l'autre, mais pour moi, une des choses les plus graves qui pourrait arriver, qui pourrait faire arriver une crise immobilière, ce serait une remontée des taux qui forcément ferait baisser mécaniquement le marché immobilier pour garder des mensualités de crédit identiques. Comment vous voyez la chose, vous? Est-ce que dans l'avenir proche, votre avis d'insider? Moi, comme tu l'as dit, la remontée des taux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la remontée des taux brutale pour engendrer une baisse du marché de l'immobilier. C'est pour ça que le HCSF veut limiter et réduire le niveau de production des crédits des banques. Mais après, encore une fois, c'est ce qu'on vient de voir tout au long du podcast. Si tu es professionnel, que tu as fait une vraie étude du marché, tu as un bien qui est supérieur au prix du marché quand tu l'achètes, ou tu as vu la façon de le diviser et que tu as augmenté le prix du bien, la valeur du bien, tu t'es un peu protégé, Bien sûr. de ça. Et après, même si le marché de l'immobilier se casse la gueule, bah toi, il te reste un bien. Un bien, c'est de la pierre. Les gens, ils vont vouloir se loger, ils vont toujours te le louer. Donc, si encore une fois, dans ton analyse, tu le loues peut-être en location courte durée aujourd'hui, mais tu as vu qu'en location classique, eh bah, tu te prémunissais du risque que tu peux subir et que la charge était remboursée, pour moi, tu peux continuer à investir sereinement. Bon, impeccable. Bah, de toute façon, nous, on n'en doutait pas, puis on le dit à chaque fois, enfin, on s'adresse à la minorité de la minorité, Ouais. donc Complètement. faut faire ce qu'il y a à faire, voilà. On veut une vie Mais différente, on doit faire les non, actions. vraiment, vraiment cool, les gars, de vous avoir reçus parce que je suis sûr que ça aidera. Alors, je pense que ce podcast aidera énormément. Je pense que vous allez être aussi acculés, préparez-vous, Ouais, sur Insta de questions, etc. Et peut-être moi le premier, enfin pas là tout de suite, parce que avant de renquiller un investissement, je vais déjà essayer de gérer celui-ci là. on On va y sent que c'est arriver. Mais lourd. ouais. Mais par contre non, c'est vraiment non, c'est vraiment cool. Ouais, C'est c'est vraiment très cool que intéressant. vous ayez une vision sur le particulier, sur l'aspect société. Nous, on reste convaincus que maintenant, il faut caper effectivement Mm. professionnellement et donc basculer sur de la société. Et effectivement, peut-être plus sortir aussi, parce que société, c'est pas forcément SCI, hein. Je pense que la SCI, c'est nos grands-parents, ils aimaient bien. Mais je pense que ça y est, maintenant, on est en 2021. Tony, il conduit des voitures 100% électriques. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire Il n'y a même pour pas besoin de la optimiser. conduire presque. Voilà. Donc très content de vous avoir, Ouais, c'était de vous avoir super. reçu là-dessus. Et au moins, c'est Merci. clair, c'est carré.
Et puis merci pour la promo. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, pas la promo, mais Le geste le- pour ta communauté. Ouais, C'est ça. exactement. Pas de souci, C'est, ça sera avec grand plaisir. De toute façon, si vous avez des questions, voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais vous allez sur Instagram, ton banquier à domicile, vous tapez ton banquier à domicile, Attends, j'y vais tout de suite là. voilà. C'est ce que Abonne-toi, j'allais dire. partage, fais Voir Ton où on banquier- pourrait vous retrouver, les gars. ton Ton banquier à banquier. domicile ou alors par mail, contact@tonbanquieraddomicile.com, tout attaché. Bon, bah, impeccable. Ok. De toute façon, dans Allez, c'est dans la êtes description de trois. l'épisode, Super. je mettrai tous C'est les ça. liens. On a Stéphanie aussi, c'est la touche sexy du groupe. Il faut, vous avez raison. Non, mais c'est cool. Bon, bah écoutez, je vous suis, les gars, c'est parti. C'est une vraie spécialiste du crédit aussi, hein. Donc si vous avez Bon. des questions, n'hésitez Bien. pas et on y répondra avec plaisir. Et En bah, tout cas, merci, merci beaucoup. merci à vous, les Merci à gars. vous. C'était vraiment enrichissant et je pense que c'est un podcast qui va beaucoup plaire. Donc voilà, c'est top. Merci à vous de nous avoir reçus et puis n'hésitez Avec pas. plaisir. Et puis voilà l'occasion. Si vous passez en Ile-de-France, n'hésitez pas, vous arrêtez. Vous êtes en Ile-de-France? Je savais bien Ouais. que vous aviez un défaut, les gars. Eh oui. Donc, donc non, bah en fait, on viendra pas concrètement l'Île-de-France. Nous, si tu veux, plus on Mais peut nous, on s'en viendra. éloigner. Ah, Nous, on par viendra. contre, voilà. On viendra, nous. Venez Ah. faire du ski chez nous. Venez manger du C'est fromage ça. qui pue et tout, bien sûr. Ça, on veut. On est preneurs, Avec on est plaisir. Avec plaisir, les gars. Bon, Tony, on va dire à tout le monde qu'il faut passer à l'action. Yes. Et pour tout ça, qu'il faut foncer en visite. Big up. Ciao. Salut à Merci. tous. Ciao.